Mes amis, bien le bonjour, une histoire absolument extraordinaire. Aujourd'hui, on commence par une news. Regardez, ça date d'aujourd'hui. Les banques woke, au Royaume-Uni, menacent la sécurité nationale. Et quand on lit l'article en page 4, qu'est-ce qu'on nous raconte? Pour améliorer leur score ESG, leur score de responsabilité, eh bien, les banques sont en train de fermer les comptes des compagnies qui travaillent avec le ministère de la Défense. Ça veut dire qu'ils sont en train d'aller à la recherche de toutes les entreprises liées directement ou indirectement au ministère de la Défense et du jour au lendemain, ils leur ferment les comptes. Elles ne peuvent pas payer leurs salariés, elles ne peuvent pas payer leurs partenaires, leurs contrats, acheter du matériel, elles ne peuvent rien faire. Du jour au lendemain, elles sont bloquées. Et quand elles vendent à d'autres banques, on leur dit « ouais, mais on est désolé, on ne peut pas vous ouvrir de compte. » D'accord? Et ça, c'est terrible parce que ça atteint une telle proportion que la sécurité nationale est menacée. On a aujourd'hui, dans les pays occidentaux, on a des idéologies de plus en plus fortes qui sont en train de détruire le pays de l'intérieur comme de l'acide. Il n'y a même pas besoin d'ennemis. Si on a un ennemi qui est à l'extérieur, eh ben, vous savez quoi? Il ne doit rien faire. Juste regarder et attendre, être patient. Et puis progressivement, on se détruira tout seul comme des gants. Ahurissant. Je vous raconte une histoire aujourd'hui, une histoire ahurissante, qui m'a été racontée par quelqu'un qui travaille dans une compagnie aérienne. Il me l'a raconté sur ce WhatsApp. Je vous donne le numéro WhatsApp. S'il vous plaît, zéro lien, absolument vraiment zéro. Quand je dis zéro, c'est zéro, hein. Je le pense vraiment. Pas de lien, ni TikTok, ni YouTube, ni Twitter, ni rien. J'interagis avec des humains. Je ne suis pas en train d'ouvrir une ligne pour recevoir des abonnements de ce que vous lisez ou ce que vous trouvez en ligne. Ce n'est pas ça. Donc, je raconte l'histoire. On a un avion de ligne avec des passagers à l'intérieur qui est en train de voler et soudainement il a une panne. Il a un problème. Ce problème est très grave. Ce problème menace la sécurité de l'avion en court terme. Donc c'est une histoire extrêmement sérieuse. Les pilotes, comme les passagers, ont l'impression que leur dernière minute est arrivée. Les pilotes déclarent une urgence et puis le contrôleur aérien leur donne des vecteurs vers l'aéroport le plus proche et ils foncent dessus. Ils réussissent à atterrir par miracle. Les passagers descendent, rentrent, continuent à destination par d'autres vols et autres. Et voilà, la compagnie a un problème maintenant. C'est qu'elle a un avion qui est coincé dans un aéroport extrêmement peu pratique parce qu'ils ne vont jamais à cet aéroport-là. Ils n'ont pas de partenaire, ils n'ont rien, ils sont embêtés. Il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre deux mécaniciens, une boîte à outils, 2-3 pièces comme ça qu'ils ont pressenties, et ils partent sur site. Bien sûr, avec les moyens limités qu'ils ont, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller dans la soute électronique, enlever des boîtes, remettre des boîtiers, tout ça, secouer tout, faire des self-tests, donner un coup avec la bombe à air comprimé, remplacer 2-3 boîtiers, et juste pour... parce que je sais que je cache exprès, je garde exprès certaines informations pour protéger ma source, j'aimerais vous dire que l'avion n'est pas un Airbus. D'accord? Juste pour que vous ne deviniez pas dans cette direction-là. Ce n'est pas un Airbus. Ce n'est pas un Boeing non plus. Okay? L'histoire ne se passe pas au Royaume-Uni, elle ne se passe pas en France, elle ne se passe pas en Algérie, elle ne se passe pas en Tunisie, et elle ne se passe pas au Maroc. Okay? Juste pour que ce soit clair. Notre mécanicien ou nos mécaniciens finissent leur vérification et puis déclarent que c'est bon, que l'avion est prêt à voler. On a un responsable de flotte qui reçoit le rapport des mécaniciens, qui reçoit le rapport des pilotes. Il va comparer les deux. Il va dire non, cet avion, moi je n'en veux pas. Cet avion, il ne volera pas. Des responsables vont lui dire oui, mais on a envoyé des mécaniciens. Et il dit oui, mais les mécaniciens n'ont jamais isolé la faute, n'ont jamais isolé le problème. Ils ne l'ont pas trouvé, ils ne l'ont pas isolé. Tout simplement, ils ont fait des tests assez standards qui n'ont rien révélé comme ça, a priori. Et puis c'est tout, parce que c'est tout ce qu'ils avaient comme moyen. Là commence la méga prise de tête. Parce qu'on l'accuse de... Il n'est pas loyal à la compagnie, il nous fait perdre de l'argent, on a un appareil qui coûte des millions, qui est coincé là, nous on veut que l'avion reprenne ses vols, et c'est pas normal de faire de l'obstruction, faire du blocage, c'est vraiment pas sympa. La pression va monter, et puis ça finit par être escaladé, et puis on va demander l'intervention du constructeur. Le constructeur envoie une équipe, il y a un partenaire qui a été trouvé, qui décide d'envoyer par la route, d'envoyer des mécaniciens pour aller jeter un coup d'œil. Tout le monde arrive et là ils font une véritable inspection très approfondie. Et bam,
il trouve le problème. Il trouve que le problème qui a causé l'incident en premier lieu, qui a fait que l'appareil a atterri en urgence, et puis ce problème n'avait pas été vu, n'est-ce pas, par les 2 mécaniciens qui étaient partis et qui ont travaillé superficiellement. Donc quelque part, tout le monde est soulagé, on a évité le pire. Parce que si l'avion avait été remis en ligne avec ce problème-là, il aurait pu se manifester le prochain vol, celui d'après, pratiquement en une poignée de vols, ça serait manifesté, eh bien, ça aurait fini par causer des pertes humaines très lourdes. Là, notre responsable de flotte, il a quand même sauvé sa compagnie d'un crash mortel. Il a sauvé donc des passagers, des pilotes, sauvé la réputation de la compagnie également, sauvé les finances de la compagnie, parce qu'ils auraient pu se retrouver à faire face à des litiges devant des cours pendant des années. Donc voilà, c'est quelqu'un qui doit être récompensé. Et voici la récompense. L'histoire donc avait fini un vendredi, le dénouement c'était un vendredi en fin de semaine. L'appareil a décollé, a repris le service et tout allait bien, il a volé durant le week-end sans problème. Le lundi matin, ce responsable de flotte, je reste vague sur son titre exact, ok ? Ce responsable de flotte est convoqué devant la haute hiérarchie de la boîte. Voilà, est-ce que il est là pour une médaille, pour une promotion, pour quelque chose ? Il est convoqué, qu'est-ce qu'on va lui dire ? Que nous sommes désolés, mais il est viré, il est mis à la porte. D'accord ? Il a été mis à la porte, malgré tout. Il a eu raison, oui, mais voilà. Il y a des gens qui ont été froissés, il y a des gens dans la hiérarchie qui ont été froissés par son attitude, parce que, voilà, il a été contre leur avis, et même si in fine lui avait raison, mais malgré tout, les susceptibilités sont ce qu'elles sont, il doit partir. D'accord ? Donc, qu'est-ce que je cherche à vous dire avec ça ? Dans le milieu de l'entreprise, ce qu'on ne veut pas entendre, ce sont les nouvelles ou les informations qui heurtent les sensibilités des supérieurs. Même si cela doit sauver des vies ou doit sauver l'entreprise elle-même, si les supérieurs entendent de mauvaises nouvelles ou des critiques directes ou indirectes touchant leur ego, eh bien la personne à l'origine de ces informations-là, qu'elles soient vraies ou pas, qu'elle ait raison ou pas, cette personne-là est sur un siège éjectable. Soit elle saute, ça peut arriver comme dans ce cas-là, il a été viré immédiatement, soit dans un autre cas, si on est en moindre intensité de ce problème-là, la personne ne sera pas virée, mais elle va signer son arrêt de mort sur le plan de la carrière. Pas d'évolution, pas de visibilité, pas de reconnaissance, pas de bonus, rien du tout. On va la laisser dans son coin jusqu'au moment où elle en aura marre et elle partira. C'est comme ça que ça marche. Pourquoi ? Parce que tout simplement, lui a vu les vies humaines. Et je suis totalement d'accord avec lui. Et si j'étais à sa place, j'aurais fait exactement pareil, quitte à sacrifier ma carrière. Quand des vies humaines sont sur la table, il faut toujours agir. Mais attention, mettez votre barrière à la vie humaine. S'il y a une vie humaine s'il y a une vie humaine qui est en jeu, oui, il faut agir. Absolument. Si ce n'est pas une vie humaine, si c'est de l'argent, si c'est un projet, si c'est un client important, posez-vous toujours la question, est-ce que c'est l'entreprise votre père ou pas ? Parce que si vous intervenez et vous touchez des susceptibilités, vous allez peut-être sauver quelque chose, vous allez sauver de l'argent, sauver des bonus d'autres, mais vous êtes foutu, vous êtes fini. D'accord ? Pour vous donner un exemple, l'histoire que j'ai racontée il y a une ou deux vidéos de ce collègue qui voulait tuer tout le monde dans la compagnie. D'ailleurs, il y a des gens qui m'ont contacté pour me demander est-ce que c'est une histoire authentique ? Je peux vous dire, si je pouvais inventer des histoires comme celle-ci, je serais millionnaire aujourd'hui. Je serais en train de vendre des scénarios à Hollywood. D'accord ? Je suis incapable d'inventer une histoire pareille. J'ai jusqu'à maintenant la vision de ce gars à 6h30 du matin dans le bureau en train de mimer. Il n'avait pas d'arme à la main, il n'avait pas d'arme blanche, mais un jour il l'aurait eu. En train de mimer comment il allait éventrer et dépecer ses collègues, à commencer par le manager. Tous les jours, il faisait ça. Donc, c'est clair que c'est une histoire que j'ai vécue, qui m'a permis de sauver des vies, probablement, je pense à 95%. Il y avait peut-être un 5% de potentiel qui serait jamais passé à l'action, mais je pense qu'à 95%, il serait passé à l'action. Mais lui, juste pour vous donner une idée de la croix à l'envers, juste pour vous donner l'idée de l'inversion des valeurs, lui qui fantasmait sur tuer tout le monde, et peut-être qu'il l'aurait fait, il a été récompensé. Il a reçu 20 000 € sur canapé. D'accord ? Moi qui ai sauvé tout le monde, j'ai reçu quoi ? Rien du tout.
J'ai été relégué dans un coin et j'ai fini par m'emmerder et partir en finissant par penser parce que ce qu'on voulait me montrer, qu'il n'y avait plus de place pour moi dans cette compagnie. Parce que j'ai été contre la compagnie à un moment donné. J'étais contre mes collègues en témoignant pour ce gars-là, en disant oui, ils l'ont discriminé, oui, ils l'ont harcelé. Mais mon but, c'était juste qu'il obtient son fric et qu'il se casse le plus loin possible. Comme ça, il ne tue personne. Mais qui a eu le mauvais rôle dans l'histoire? C'est moi. Donc, la réalité dans une compagnie aujourd'hui, c'est que ça ne marche pas avec les bonnes actions. Vous pouvez faire une bonne action et finir dehors. Vous pouvez faire une bonne action et finir au placard. Il faut voir comment cette action est perçue au niveau de la compagnie. Un PDG, un VP, quelqu'un d'important, un C-level dans la compagnie, honnêtement, il préférera 1000 fois se faire applaudir pendant qu'il perd des milliards que vous pointez le doigt dessus et vous lui dites « Oula, t'as vu l'erreur que tu es en train de faire? Si tu continues comme ça, tu vas perdre des milliards. » D'accord? Parce que les milliards qu'il va perdre, ça sortira pas de sa poche de toute manière. D'accord? Cette compagnie-là, par exemple, si l'avion s'était écrasé, et après, ça sortirait de leur poche? Eux, ce qui les intéresse, c'est évoluer. Ce qui les intéresse, c'est gagner de l'argent. Mais comme ce gars est là dans la compagnie maintenant, et son existence même, et son regard même, prouve que c'est des gens qui sont passés à ça, de faire écraser un avion. Donc comment ils se sentent sur le plan professionnel, par la suite? Ben, ils se sentent menacés, ils se sentent vulnérables face à lui et face à cette situation qu'il a ramenée sur le terrain. Et cette vulnérabilité, comment ils vont la voir encore plus loin? Il y a le niveau ego, il y a le niveau personnel, donc leur ego qui est touché, mais il y a aussi au niveau business. Leur évolution, leur bonus, leur yacht, leur maison secondaire, leur troisième maîtresse qui est gourmande. Il y a ça aussi qu'il voit. Et tout ça, il risque de perdre avec des gens comme lui. Donc il faut qu'il parte. Oui, il a sauvé un avion, mais il part quand même. J'ai pas envie de le voir. C'est tout. Donc c'est comme ça que ça marche dans les entreprises. Faites hyper gaffe à ça. Enfin, je pense que je vais m'arrêter ici. D'accord? Faites super gaffe aux égos. Et surtout, l'exercice qui consiste, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur job ou perdu tout espoir d'évoluer suite à l'exercice qui consiste à dire donnez-nous des choses à modifier dans l'entreprise. Cherchez dans l'entreprise et trouvez des choses qui sont aberrantes, des choses qui ne fonctionnent pas, et venez nous les dire en public, et puis on va changer. Faites très gaffe à cet exercice. Si jamais on vous propose cet exercice dans une boîte, il est souvent à double tranchant, parce que j'ai là plusieurs personnes qui ont trouvé des choses, qui ont trouvé par exemple un process qui faisait perdre des millions à la compagnie et qui après sont venus devant tout le monde, devant tous leurs collègues et tout ça, on fait une présentation en disant ce process là, ça fait des années que l'entreprise fait de cette manière, elle perd de l'argent, c'est pas efficace, c'est complètement irrationnel, on dirait que ça a été fait par un débile mental, alors qu'en fait le process a été fait par leur N+1 et leur N+2 et approuvé par le N+3. Alors oui, c'est vrai, ils ont raison, je suis d'accord avec eux. C'est tout à fait, toute personne raisonnable serait d'accord avec eux, sauf que sur le plan humain, ils vont froisser tellement de monde que voilà, qu'ils vont très mal finir. Ça veut dire si on vous demande, dites-nous au sein de l'entreprise, donnez-nous des choses un peu aberrantes qu'on pourrait corriger et tout. Moi, je vous dis ce que je fais. Moi, je tourne dans l'entreprise pendant 2-3 jours. Après, j'arrive et je dis, tu sais quoi, à l'entrée, il y a un extincteur. Moi, je trouve qu'il est assez loin de la cuisine, tu vois. Si par exemple, il y a un feu dans la cuisine, l'extincteur est au fond du couloir, alors moi, ce que je propose comme idée, c'est que soit on le dévisse et on le ramène plus proche, n'est-ce pas? Ou bien on achète un second et on le place dans la cuisine, ça serait peut-être bien même. Je pense pour 30-40 euros, on peut acheter un extincteur et le mettre dans la cuisine. Voilà ce que je dirais comme idée. Je pense que là, ça évitera de froisser les uns et les autres. D'accord? Merci mes amis et puis faites très attention à vous. À très bientôt.